Eh bien, bonsoir, merci à vous tous. Donc, mon propos aujourd'hui va être sur deux plans. Je ne vais pas vous raconter encore la bataille d'Austerlitz, ça a été fait très brillamment juste avant moi. Disons que ça va être un autre regard, une autre approche. Il se trouve que je suis d'un côté professeur d'université, il faut bien vivre, mais de l'autre côté, je suis reconstituteur, parce qu'il faut bien aussi avoir des passions. Reconstituteur, ça a été dit, donc dans les arènes de Nîmes, j'ai commis entre autres cette petite animation qui est chaque année à Nîmes, les grands jours romains. Dans les arènes, on a 36 000 spectateurs dans le week-end, donc c'est une belle réussite. Et l'idée surtout pour moi, c'était de faire quelque chose, c'était de ne pas faire le Puy du Fou, même si j'adore le Puy du Fou, c'était de faire quelque chose qui soit donc une reconstitution, quelque chose pour lequel on apprend quelque chose par la reconstitution et en s'appuyant sur, j'ai quelques amis ici, en s'appuyant sur des groupes de passionnés, des groupes de reconstituteurs qui savent pourquoi ils sont dans un uniforme, pourquoi ils sont dans une tenue. Alors, en dehors du monde romain, qui est ma spécialité universitaire, dans une autre vie, j'ai aussi fait une thèse sur la Révolution et l'Empire, et ça m'a amené tout naturellement à être reconstituteur napoléonien depuis moins longtemps que les Romains, mais c'est quand même quelque chose, une passion qui me tient à cœur. Alors, mon propos, aujourd'hui, je l'ai dit, sera sur deux angles. L'angle de la reconstitution d'une expérience modeste de simple grenadier du 37e de ligne, je ne suis même pas de la garde, je suis vraiment un modeste fantassin, grenadier quand même, donc l'élite des régiments de ligne, et un grenadier parmi d'autres qui a fait Austerlitz, pas en 1805, j'aurais bien aimé, mais en 2016, plus modestement là aussi. Donc en 2016, cette expérience, je voulais donc vous en parler. Il y a eu des photos justement juste avant moi, donc qui font tout à fait le lien. Cette expérience, c'est une expérience avec mon groupe. Mon groupe, c'est le 37e de ligne, c'est le champ du départ, son nom officiel. Et nous sommes partis, donc c'est un groupe qui a une vingtaine de personnes. Là, en l'occurrence, on était 5, les meilleurs évidemment. Et donc, dans une voiture, on est parti, on a fait à peu près 3000 km aller-retour pour se retrouver donc au fin fond de la République tchèque, pas très loin donc du plateau de Pratzen. Et donc là, c'est des images du côté du Santon. Donc c'est cette reconstitution à laquelle on a voulu participer. Alors on n'était pas tout seul, parce que faire la reconstitution d'Austerlitz à 5, ça aurait été un peu difficile. On était plus d'un millier, c'est le chiffre que l'on a à peu près ordinairement à Austerlitz. Ils le font en ce moment, donc ce week-end, il y a de nouveau la reconstitution, et ils sont un peu plus d'un millier. S'il faut savoir, mais c'est déjà aussi une première impression, une première information, sur ce millier de reconstituteurs, nous étions 5 Français. Pas 5 en uniforme français, il y en avait à peu près la moitié, mais 5 Français de France. Les autres, c'était des Tchèques, des Russes, des Polonais, des Autrichiens, des Allemands, etc., des Italiens aussi, des Belges. Les Français, en nombre, on était pratiquement les derniers, juste avant les Américains, où il y avait un représentant des États-Unis. Donc c'est déjà un peu impressionnant, ça pose question, donc pourquoi finalement il y a si peu de Français. Mais c'est aussi rassurant quelque part, ça montre que aussi l'héritage napoléonien, c'est quelque chose qui touche tous les pays, et pas seulement les adversaires de la France. C'était intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de Russes, par exemple, qui étaient en uniforme français, beaucoup de Tchèques aussi en uniforme français. Quelque part, peut-être qu'on a un peu honte de cet héritage. On ne devrait pas, parce que c'est quelque chose, au fond, de très universel, quelque chose qui relie beaucoup de gens. Donc nous voilà sur le Santon, avec un beau soleil d'Austerlitz, et face à cette plaine, face au plateau du Pratzen, qui aussi c'était une impression que j'avais eue. Dès le début, c'est que finalement, quand on dit plateau, on s'imagine quelque chose d'assez haut, mais finalement c'est une très vaste plaine, assez légèrement ondulée. Alors, quand on est reconstituteur, quand on est dans une bataille avec plus d'un millier de participants, quelles sont les impressions? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'un historien aussi, parce que je suis historien même en étant sous le bonnet d'ourson, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre finalement que les livres ne me disent pas aussi bien? Il y a un aspect qui m'a touché, qui m'a frappé, c'est l'importance de la musique dans ces batailles. L'importance de la musique, et là on avait une batterie de tambours français, aucun français là-dedans, c'est que des Tchèques, qui étaient de véritables virtuoses, des virtuoses du tambour, du fifre,
qui nous ont joué tous les airs traditionnels français à la perfection, et étant pourtant d'une culture toute différente. Et c'est vrai que dans le fracas des batailles, dans l'angoisse qu'il pouvait y avoir, et que heureusement nous n'avions pas, eh bien, ces tambours, cette musique, il y a quelque chose véritablement d'entraînant. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré finalement que ce que l'on pourrait imaginer, et quelque chose qui transcende, qui va au-delà de cette masse, qui vole un peu cette musique au-dessus donc du bruit des chevaux, des canons et des balles. L'autre image aussi que j'ai trouvée intéressante, l'autre perception intéressante, ben c'est ça, c'est que quand on raconte, on connaît tous plus ou moins la bataille d'Austerlitz, les mouvements, etc. Mais le simple troupier, il voit ça. Il voit rien en fait. Il voit le dos, il voit le havre-sac du soldat qui est devant lui. Et puis c'est des mouvements, des ordres, toute l'importance aussi finalement quand on fait de la reconstitution, de comprendre justement les ordres, de savoir comment il faut tourner à droite, à gauche, par fil, par colonne, etc. Ça semble un peu répétitif, mais c'est très utile finalement ce formatage pendant la bataille. Et donc on voit ça, on voit finalement le havre-sac de celui qui est devant vous, puis on avance, puis les rangs s'ouvrent, puis à un moment donné, on voit les rangs d'en face, ils n'ont pas le même uniforme que vous, ils braquent vos fusils vers vous, et puis vous dites que si c'était vraiment chargé, ce serait peut-être votre dernière heure. Puis il y a aussi quelque chose qui va au-dessus de ces batailles, il y a le petit caporal, il y a Napoléon, donc c'est Marc Schneider, donc le Napoléon, un des Napoléons actuels, le Napoléon américain, très sympathique, moi je l'ai trouvé extrêmement intéressant, très investi dans son rôle, il faut dire que c'est un acteur en réalité, très bon cavalier aussi, il parle de mieux en mieux français, donc c'est quand même un peu amusant, donc ce Napoléon qui a cette touche d'accent, mais quand il est donc dans la bataille, finalement on se prend complètement au jeu. On est vraiment dans cette impression-là. On voit passer l'empereur, et donc on se retrouve véritablement comme on était à l'époque. C'est-à-dire, c'est pas un ange qui passe, c'est plutôt le dieu de la guerre, mais ça a finalement toujours le même impact, je dirais peut-être aussi bien sur les Français, en tout cas sur les Français c'est sûr, en tout cas ceux qui sont en uniforme français, que peut-être aussi sur ceux d'en face. Je pense que ça doit aussi les impressionner. Donc les impressions justement de cette masse de fusils, de baïonnettes, cette concentration d'hommes, d'ordre, de couleurs aussi, d'uniformes, quelque chose qui est... Alors évidemment, c'est à la fois la guerre, c'est toujours la guerre, il faut toujours en connaître la finalité, à la sortie c'est une belle boucherie, mais il y a un côté évidemment entraînant, l'effet de masse, l'effet de groupe, l'effet d'uniforme, donc cette masse donc, de baïonnettes aussi. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Talleyrand qu'on pouvait tout faire avec des baïonnettes, s'asseoir dessus, mais là, en l'occurrence, on voit qu'on peut entraîner des hommes et on peut gagner des batailles. Donc cette masse humaine, ces carrés d'infanterie qui avancent, qui se déploient, qui constituent donc une grande ligne et qui vont donc affronter la ligne adverse. Alors l'autre aussi élément d'impression, donc c'est ces tirs, ces salves. Donc quand on a toute une ligne importante qui tire, c'est aussi un élément important, intéressant, impressionnant. Il y a le bruit, il y a l'odeur aussi, il y a le fait que la poudre noire fait qu'on voit rapidement plus grand-chose. Je pense que ça joue aussi dans la psychologie du soldat. Je pense qu'il y a un côté assez mécanique. Le chargement en 12 temps, 18 mouvements est là aussi pour qu'on ait des réactions mécaniques. On doit se concentrer certainement là-dessus. On ne voit plus trop le danger justement dans cette masse de fumée. Et donc c'est un élément intéressant. C'est ces odeurs, ces bruits, ces crépitements. C'est des choses évidemment qu'on n'a pas dans les livres. Et puis il y a ceux d'en face. C'est ça aussi la reconstitution. C'est ça qui est intéressant dans les batailles. C'est que c'est un grand livre d'uniformologie où on a tous les uniformes, on a toutes les couleurs. Là on a des Russes. On était à Austerlitz, donc on a aussi des Autrichiens, d'autres couleurs, d'autres drapeaux, d'autres étendards, et puis toujours finalement les mêmes passionnés, qui ne sont pas forcément dans l'uniforme de leur nation actuelle. C'est ça aussi qui est intéressant dans la reconstitution. Je me souviens d'avoir discuté avec un Polonais qui portait l'uniforme russe, je lui ai dit qu'il n'était pas rancunier, et comme finalement ça nous ennuyait autant de parler anglais, enfin fond de la Tchécoslovaquie, on a fini par parler italien, parce qu'on parlait italien tous les deux.
Donc un Français qui est en français, mais qui est en Tchécoslovaquie, qui parle à un Russe qui en fait est un Polonais en utilisant l'italien, ben là on a fait l'Europe quand même. Bon, je ne sais pas d'où venait l'alcool, mais il était très bon par contre. Donc, et puis c'est aussi finalement la bataille, c'est un peu comme le flirt, quand on veut aller plus loin, il faut aller plus près. Donc il y a l'assaut à la baïonnette, et donc c'est ces deux masses qui se rencontrent, et qui sont, on voit comme ça, c'est pas un tableau, c'est pas posé, c'est au moment de la bataille. On a l'impression que vraiment ça va s'étriper, et ça s'étriper à l'époque, joyeusement. La seule différence, c'est que là, on n'est pas là pour ça, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune hostilité dans ces moments-là. Simplement une passion commune, et vous voyez que les fusils sont légèrement un peu plus levés. Et il n'y a jamais eu le moindre pépin, en tout cas moi j'en ai jamais vu, il n'y a jamais eu de blessés. Il y a un contact, comme on dit, viril mais correct, mais finalement c'est de manière plutôt sympathique. Autre élément important, quand on est un simple pousse-caillou, un simple fantassin, les cavaliers, c'est vrai que ça fait un peu des centaures, c'est des demi-dieux de la guerre, c'est surtout ces cuirassés, donc qui sont un peu l'élite de la cavalerie française à cette époque-là. C'est vrai que il y a quand même, surtout quand on en voit une masse, enfin une masse, c'était une bonne dizaine de cuirassés, plus d'autres types de cavaliers, il y a un côté là aussi, il faut bien le dire, c'est esthétique, on est vraiment dans un tableau d'époque, un tableau vivant. Et donc on voit ça, on voit aussi la masse que ça pouvait constituer. C'est vrai qu'on se sent peu de choses quand on est fantassin et qu'il y a ces grands chevaux qui sont près de vous, et donc il y a aussi des chocs de fantassins, mais il y a aussi des chocs de cavaliers, parfois des cavaliers qui tombent, là, un cuirassé autrichien qui est tombé de son cheval. Ça s'est très bien passé, parce qu'évidemment donc, les gens sont là pour ne pas se faire mal, mais on voit qu'il y a quand même un engagement, il y a un véritable contact. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le rapport entre les armes à feu, les armes à poudre, et la proximité des chevaux. Les chevaux qui ne semblent pas trop finalement inquiétés par ça, donc ils passaient très près des tirs de sol, des tirs de ligne. Et donc on avait cette sensation, mais aussi cette impression que c'est vrai qu'on se sent protégé quand on est toute une ligne de fantassins ou sur plusieurs rangs avec les baïonnettes. On sent que le cheval ne viendra pas si près, mais on se sent très peu de choses si on est un fantassin isolé face à ces cavaliers, surtout quand ils sont en nombre. Donc c'est ça, du bruit, de la fumée, à la fois un ennemi qui semble, un adversaire qui semble à la fois très, très loin et puis très proche, parce que quand justement ça se découvre, quand il n'y a plus trop de fumée, on voit que les distances finalement de combat sont assez proches. C'est pris de derrière l'épaule de Russes. On voit qu'on est à cette distance-là de tir, c'est-à-dire en fait à moins d'une centaine de mètres. Donc c'était tout ça finalement les impressions d'Austerlitz. Et ça c'était le samedi. Donc le samedi on a fait cette reconstitution. En reconstitution, je dirais plus évocation, on a détaillé tous les moments de la bataille, tous ces épisodes stratégiques, tactiques plutôt que Napoléon a pu mettre en œuvre. Là, encore une fois, c'était vraiment l'impression au niveau du fantassin, et puis de toute façon, ça ne serait qu'une toute petite partie de la bataille, même en étant 1 millier de reconstituteurs, ce n'était même pas 1/100 du nombre de combattants qui étaient là donc, ce jour-là en réalité. Mais au niveau, encore une fois, de l'individu, du simple soldat, ça donne des perceptions intéressantes et assez, je dirais, inspirantes pour un historien. Le dimanche, ça a été évoqué, il y avait une autre évocation, c'était à une petite dizaine de kilomètres de là, puisque la bataille, ça aussi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, se développe sur un champ très très large, très très long, de plusieurs kilomètres. Donc on avait quelque chose qui était organisé à Sokolnitz. Sokolnitz, donc c'était dans ce village qui avait été repris. Et là, on était un peu moins nombreux, mais on était bien dans les 500-600. Et donc là, c'était très bien organisé. Il y avait des effets pyrotechniques, c'est-à-dire des explosions, comme si c'était des boulets qui explosaient ou des obus qui explosaient près de nous. Et une confrontation donc avec les Russes, les Autrichiens d'un côté, les Français de l'autre. Donc là, on avait des Autrichiens, on voit des Russes, on voit des grenadiers autrichiens. Ce qui était intéressant aussi à Sokolnitz, c'est qu'il y avait une participation importante de la cavalerie russe, et notamment de la cavalerie cosaque. Ces fameux cosaques, moi je peux dire, je les ai vus de près avec leurs lances, c'est franchement
franchement impressionnant. Mais bon, c'est pas grave, hein, le 37e de ligne était là, hein, vaincre ou mourir, telle est la devise. Et donc c'est sans peur et sans reproche que nous avons pu monter donc, à l'assaut pour défendre Sokolnitz contre des Cosaques qui étaient franchement la plus vraie nature. C'est-à-dire c'est de très très bons cavaliers. C'était de vrais Cosaques, hein, c'était donc des gens au niveau reconstitution, c'était absolument parfait. Et il y avait un véritable donc, un engagement, il y avait véritablement donc des vrais moments, j'allais dire d'échanges, en tout cas d'échanges donc assez proches donc, dans ces reconstitutions. Il y avait du public qui était là. Et donc on a pu mimer, évoquer donc, ces assauts, ces reculs qui ont eu lieu donc, à Sokolnitz, dans la fumée de la poudre de canon, des confrontations donc, entre les troupes russes et françaises. Il y avait parfois donc, quelques blessés, mais qui se rêvent toujours. Donc c'était quand même éprouvant, on va dire, physiquement, parce qu'on est dedans, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on joue, si on joue un peu, il y a un côté un peu, on joue à la guerre, on est des grands gamins. Mais comme les enfants jouent très sérieusement, ils s'investissent beaucoup là-dedans, et puis c'est vrai qu'on est tout de suite pris dans cette ambiance, tout y est, il n'y a rien qui accroche l'œil, c'est véritablement une machine à remonter le temps. Donc de faire face à ces cavaliers qui tournoyaient donc, autour de nous avec leurs lances, qui nous ont donc encerclés, qui nous ont mis vraiment en difficulté, mais heureusement, les dragons étaient là. On a aussi de la cavalerie donc, française, qui en l'occurrence était autrichienne d'ailleurs. Ben oui, c'était des Autrichiens qui, si je me souviens bien, qui étaient donc sous l'uniforme des dragons français, donc qui ont chargé donc, les Cosaques. Et donc ça aussi, c'était finalement des moments donc, très, très impressionnants, des moments assez particuliers, de voir donc, cet affrontement entre ces cavaliers donc, émérites, avec des uniformes qui sont quand même magnifiques et qui donc faisaient finalement une sorte de spectacle, de chorégraphie quelque part équestre autour de nous. Enfin, autre élément, troisième élément donc, dans les batailles, avec les fantassins et les cavaliers, l'artillerie. Et ça qui est intéressant aussi dans les grandes reconstitutions, c'est qu'on a parfois des masses d'artillerie. Donc là, j'ai lu que cette année, il y avait 20 canons de réunis. J'étais il n'y a pas longtemps à Leipzig, c'était aussi une vingtaine de canons. On avait ça aussi donc, à Austerlitz en 2016. Des pièces russes, des pièces françaises, des pièces de 4 généralement, ce qui est déjà donc, une belle bête. Une pièce de 4 reconstituée aujourd'hui, c'est plus d'une tonne. Donc à mettre en œuvre, à mener. Donc c'est vraiment des passionnés qui peuvent justement réaliser ces pièces. Ça coûte très cher de réaliser un canon comme ça. Il faut compter 5 000 € pour avoir donc, un canon de cette taille. Et après, il faut le mettre en œuvre, il faut le servir. Et quand on le sert, ben, c'est vrai qu'on est dans un élément de la bataille qui est extrêmement réaliste. C'est le bruit, c'est les vibrations aussi que l'on sent même sur le sol quand on a des batteries comme ça qui sont réunies. C'est le souffle aussi. Bon, heureusement, il n'y a pas de boulet dedans. Mais c'est la seule chose qui diffère. Tout le reste, c'est la poudre noire, c'est des charges relativement importantes. Et donc, les Russes se sont fait tuer sur leurs pièces. Nous n'avons pas laissé Sokolnitz. Victoire est restée donc à l'empereur. Et donc, le soleil d'Austerlitz s'est couché en 2016 comme en 1805 sur une victoire impériale. Donc, on a ces images-là aussi. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir les images. Il y a toujours des milliers de photos qui sont prises autour de ces reconstitutions, qui attirent beaucoup de photographes parce que c'est très photogénique tout ça. Et d'ailleurs, du coup, on a vraiment une évocation donc, qui est de l'ordre des tableaux que l'on faisait à l'époque. Puis après, il y a le côté humain, il y a le côté expérience, il y a le côté des choses qu'on n'oublie pas. Là, c'est notre président d'association qui a eu droit à une oreille, comme on dit, il s'est fait pincer l'oreille par le petit caporal. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et il y a aussi, surtout, quelque chose qui est important, c'est les rencontres. C'est les rencontres internationalité. Bon, là, on a notre président qui est avec un Russe. Je n'aurai pas assez de la soirée pour vous raconter tous les gens que j'ai rencontrés de pratiquement tous les pays d'Europe. J'ai jamais vu la moindre hostilité. On n'est pas du tout dans le jeu. Ah, toi tu es français, toi tu es russe, toi tu es anglais. Enfin, quoi, les Anglais, c'est différent. Donc,
toujours règle, c'est une exception. Donc, mis à part ça, c'est surtout de vraies rencontres humaines, très sympathiques, donc avec des Russes. Je me souviens, je vous citerai quand même, de ce tambour tchèque qui nous a fait véritablement donc, un concert le soir en Sterlitz, qui était véritablement donc, un virtuose avec son équipe. Donc c'est vraiment tout un monde, c'est un monde qui se connaît, qui se retrouve, qui des fois, une fois l'an, deux fois l'an, mais c'est toujours avec plaisir, on a toujours finalement des contacts un peu partout dans l'Europe. C'est pas l'Europe de Bruxelles, c'est vrai, c'est une autre Europe. C'est une Europe peut-être qui est différente. Celle-là qui se fait, enfin moi, qui suis-je pour le dire. Mais c'est pas une Europe de la courbure de la banane ou du taux d'intérêt ou du déficit annuel à 3%. C'est autre chose, c'est plus vivant, c'est une Europe de l'histoire, c'est une Europe finalement de ces hommes qui se sont battus, mais d'ailleurs il n'y a pas que des hommes, il y a aussi donc des femmes qui accompagnent souvent ces groupes de reconstitution. Je me souviens de ces magnifiques femmes russes qui accompagnaient donc leurs époux donc dans ces reconstitutions, dans les bivouacs. Et puis il y a aussi ça, il y a l'esprit de bivouac, et ça n'a pas changé depuis 200 ans. Mettez 4 ou 5 bonhommes autour d'un feu, ils ont toujours des choses à se raconter, même s'il n'y a pas de guitare, pourvu qu'il y ait de la bière et du vin. Surtout ça aide. Donc c'est tout ça finalement, vous voyez, c'est beaucoup de choses, c'est des impressions, c'est impressionniste, c'est pas une démarche, je dirais, de professeur d'université, mais je voulais justement vous dire ce que moi, très modestement, j'avais ressenti dans ces moments-là. Il y en a beaucoup d'autres, j'ai cité Austerlitz parce que nous sommes dans la commémoration. Mais j'aurais pu parler de Waterloo, j'aurais pu parler de Leipzig, j'aurais pu parler de campagne d'Italie. Tout ça existe, c'est un monde qui existe et qui est vraiment passionnant. En tout cas, moi en tant qu'historien, je le trouve passionnant. Et j'ai tellement trouvé passionnant que ça m'a inspiré une expérience un peu bizarre, un peu hors norme, de faire un roman, pourquoi pas. Alors je veux dire, c'est vrai que, bon, comme je dis, c'est pas au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, mais je dirais plutôt qu'à l'université sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ah oui, un professeur d'université qui fait le gladiateur, qui organise des combats avec 500 reconstituteurs dans les arènes de Nîmes, qui en plus ne se déguise pas, il porte un uniforme. Tout ça, évidemment, c'est pas toujours bien vu par mes chers collègues, qui ne me le diront jamais en face, bien sûr, mais qui parlent derrière, donc c'est... Mais bon, peu importe, j'ai choisi d'aggraver mon cas, quitte à être un mouton noir à 5 pattes, autant être un mouton enragé. Donc j'ai commis ce livre, Napoléon est revenu. Alors Napoléon est revenu, pourquoi ce livre, comment ça m'est venu, comment lui il est revenu. Ça se passe en 2015. En 2015, il y a eu justement une grande reconstitution, il y a eu la fameuse reconstitution des 200 ans de Waterloo. Donc la plus grande reconstitution napoléonienne en Europe, 6000 reconstituteurs, des dizaines de milliers de spectateurs. C'était un événement important, c'était un événement attendu à cette époque-là, et moi qui étais sensible justement à cet aspect-là de l'histoire, qu'on appelle l'histoire vivante, je me suis posé cette question que les Allemands s'étaient déjà posée donc, pour un autre personnage, qui avait une petite moustache, j'ai dit, qu'est-ce que ça donnerait si Napoléon revenait 200 ans après Waterloo dans ce monde-là? Comment il verrait ça? Quel serait le rapport avec la reconstitution? Parce que c'est vrai, on incarne des personnages, on incarne une époque, mais si l'époque revenait à nous, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Et du coup, donc, Napoléon est effectivement revenu. Il est revenu à la vie un jour de février 2015, et donc, quitte à le faire revenir, je l'ai fait revenir dans une ville que je connais un peu. Il est revenu, il avait l'uniforme, oui, qu'il avait à Sainte-Hélène à sa mort. Il a voulu briser et il a tombé sur un papier qui n'était pas. Donc c'est une adresse d'un professeur qui était assez près de là où il est revenu à la vie. Il a sonné donc à la porte, donc l'historien en question a regardé dans l'œilleton. Il n'y a pas cru, mais en même temps, c'est un historien qui est de l'université de Nîmes, qui fait de la reconstitution. Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé serait purement fortuite, vous le savez bien. Et donc, il a fallu convaincre un monde, et surtout un historien incrédule, que le cauchemar avait déjà commencé, comme on disait à une époque,
Donc il a fallu le convaincre. Et donc déjà il y avait des éléments qui étaient un peu qui a intrigué l'historien. Déjà il avait tout il avait toute la panoplie, quoi, la redingote, les bottes, et puis tout ça était authentique. Quoi. Tout ça, c'était pas du costumier actuel. Là. Il n'y avait pas marqué un petit costume dessus, il y avait marqué les boutiers et le costume, le tailleur de l'empereur à l'époque. Et puis il avait tellement envie d'y croire, cet historien, qu'il y a cru. Et donc c'était bien Napoléon qui était revenu chez lui. Donc il a fallu faire une séance de rattrapage, il a fallu expliquer ce qui s'était passé depuis 200 ans, il s'était passé pas mal de choses. Il a constaté que dans les livres d'histoire, actuellement, on ne parlait pas beaucoup de lui, ou alors quand on en parlait, c'était pour dire « Ah, il aimait la guerre, c'est un tyran hein. ». Bon, il a pu constater qu'on avait quand même fait beaucoup mieux que lui sur ce plan-là, depuis 200 ans. Et puis, il y avait aussi tout ça, il y a aussi toutes les nouvelles technologies, et bon, c'est vrai que l'historien pensait épater Napoléon avec tout ça, avec les avions qui volent, avec les fusées qui vont dans l'espace, avec les trains qui vont à toute allure. Oui, parce que Napoléon, c'est un scientifique, hein, c'est déjà un intellectuel, certes, mais surtout un scientifique. L'électricité, il connaissait, les choses qui vont dans le ciel, il connaissait, la vapeur, il connaissait. Oui, en gros, vous avez fait qu'améliorer ce qui existait déjà de mon temps, et que j'avais d'ailleurs finalement encouragé de mon temps. Même la communication, finalement, oui, le télégraphe chat, oui, il connaissait ça, tout ça. Donc finalement, c'est pas très nouveau pour lui, c'est pas très étonnant surtout. Et puis surtout, finalement, il a les capacités à s'approprier donc les techniques nouvelles. Il faut dire que la fille de cet historien s'appelle Pauline. Ça ne peut pas être un hasard, c'est un signe, forcément. Et donc Pauline, elle a 20 ans, elle est en plein dans les nouvelles technologies. Elle a tellement vu son père avec des uniformes bizarres et variés, avec des copains qui arrivaient un peu dans toutes les tenues. Bon, voilà, ça ne soit lui, c'est Napoléon. Bon, très bien, c'est Napoléon, ça l'inquiétait pas trop. Je me dépêche, c'est la batterie qui me rappelle à l'ordre. Donc du coup, il a voulu finalement utiliser ces techniques, et puis il a compris, en tout cas il s'est dit que s'il était là, c'était pour quelque chose. Il a visité un peu Nîmes, il a commencé à sentir un peu cette époque, et puis il s'est dit, comme il y a exactement 200 ans, puisque c'était finalement juste 200 ans après le retour de Isabelle, son retour, ça ne pouvait être que pour reprendre le pouvoir, c'était un nouveau vol de l'aigle. L'historien lui a dit que ça allait sire, parce qu'évidemment, une fois qu'il a reconnu, il ne pouvait que l'appeler sire, hein, on ne déroge pas l'étiquette. Ça allait sire, il faut des moyens quand même pour reprendre le pouvoir, parce qu'on ne va peut-être pas vous croire tout de suite. Des moyens, mais il n'y avait pas de problème, parce que Napoléon avait laissé des petits magots derrière lui, c'est historique. Évidemment, tout ce que je raconte d'historique dans ce livre est évidemment fondé sur les paroles de Napoléon, sur les actes et sur les choses qu'il a pu faire. Et donc il a laissé un trésor, et ce trésor, j'imaginais qu'il a pu le laisser dans la dernière terre française qu'il a foulée au pied, donc c'est l'île d'Aix. L'île d'Aix, vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est en face de Rochefort, pas du Gard, mais Rochefort-sur-Mer, c'est surtout à côté de Fort-Boyard, quoi. Donc il va avec son historien dans cette île, tranquille, il n'y a plus de voiture, il retrouve un peu son temps, à l'hôtel évidemment Napoléon, et il va donc là où il a résidé donc, ces dernières nuits en France, et là où il y a un musée Napoléon, et là où aussi Napoléon a laissé un arbre derrière lui, un arbre qu'il avait greffé lui-même, un frêne qui était greffé avec un orme, et qui se porte comme un charme d'ailleurs, 200 ans après. Et donc on le voit là, et donc il va retrouver son trésor avec évidemment quelques péripéties. Je ne vous dis pas le reste de l'histoire, mais évidemment il va monter à la capitale, il va retrouver des lieux qu'il connaissait pour les avoir habités, pour les avoir parfois fait construire. Le carrousel lui a rappelé ses revues de la garde. Il a bien fallu qu'il aille aussi aux Invalides, parce que ça fait quand même drôle de voir son propre tombeau. Donc il s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'il a touché surtout, c'était l'autre tombeau, le tombeau de l'Aiglon. Ça, oui, ce fils qu'il a si peu connu étant aimé. Et on verra dans cette histoire qu'en fait, Napoléon n'est pas tout seul à être revenu. Il va croiser des vieux amis. Il va croiser sa mouche, là, celui qui lui servait d'espion, celui qui servait de barbier à Sainte-Hélène, qui était mort avant lui. Il va en retrouver aussi un autre qui est mort avant lui, c'est le maréchal Ney. Alors lui, il a eu beaucoup de mal à se réadapter, parce qu'il n'avait pas vraiment tous les codes. Après sa mort, donc fusillé en 1815, il s'est retrouvé donc plusieurs années avant le retour de Napoléon, donc ramené
dans notre époque, et ça lui plaisait pas trop. Donc c'était vraiment le grand moment de sa vie, de sa nouvelle vie, de retrouver l'empereur. Et puis il a fallu faire aussi un peu la part de la nostalgie, faire un tour à la Malmaison, qui était tellement resté au fond dans son jus, dans son écrin depuis le départ de Napoléon en 1815. Là aussi, il était passé par là avant de partir, avec des fantômes, avec sa bibliothèque, donc, où il a signé tant de décrets, et avec surtout l'ombre de quelqu'un qui a compté beaucoup dans sa vie. Et donc, je ne vous raconterai pas évidemment la suite, parce que sinon je vais me spoiler moi-même. Enfin, quoi qu'il en soit, pour cet historien un peu atypique, la rencontre avec Napoléon, ça a changé sa vie. Et apparemment, les gens qui ont lu ce livre s'y sont pris en se disant, mais si c'était vrai, mais en fait, rien ne dit que tout soit pas vrai. Ça se trouve, je l'ai vraiment vécu. J'ai mis roman pour pas passer pour un fou, déjà que bon. Mais peut-être, donc, vous me direz votre avis, peut-être que vous le croiserez, comme moi je l'ai croisé un moment. En tout cas, c'est ce Napoléon intime que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage. Et donc, j'espère que ça vous permettra de retrouver, de renouer avec le grand homme et de l'avoir un peu chez vous, comme moi je l'ai eu quelque part chez moi, au moins le temps de l'écriture de ce livre. Je vous remercie de votre attention.